Est-ce que cette électrique sportive peut convaincre les vrais amateurs d'essence? Et pourquoi Porsche s'intéresse-t-il à ce véhicule et veut-il s'approprier une de ses caractéristiques? On verra, je dois vous avouer que j'étais sceptique au début, mais ensuite je l'ai conduite sur... Et j'ai été époustouflé, vous devez voir ça. La session de conduite d'aujourd'hui était super intéressante avec le modèle N, la Hyundai Ioniq 6N. Et on va vous présenter cette voiture de performance allée dans le bleu vif typique du design Hyundai N, puis les accents rouges en bas. Et vous savez, la Ioniq 6, normale, et celle-ci, le modèle N. En mode peak, elle développe 650 km/h avec un launch control, le bouton N Green et 10S d'overboost. Et ici, une longueur de 4,94 mètres, soit 194 pouces. Jantes 20 pouces de série en noir, très sportive, frein plus gros et tout ça. Et cette ligne de toit étirée, tu vois, il y a le frère l'Ioniq 5N en version Aion. Celle-ci ici, la berline avec la ligne de toit plongeante et avec un énorme aileron arrière fixe. C'est un coffre séparé, on vous le montrera bientôt. Ouais, il y a déjà pas mal de pollen sur la voiture. Je ne sais pas si vous voyez ça, alors que la voiture était nickel. Et puis, il y a ce gros design de diffuseur ici en bas. Et toujours ce motif de point qui évoque plutôt le code Morse que Hyundai. Ouais, vraiment très intéressant, très marquant, vraiment. Ça divise vraiment, amour ou haine. Deux moteurs électriques, un à l'arrière, un à l'avant. Le moteur arrière, ça a plus de puissance, genre 2 tiers contre 1 tiers. Par contre, si tu regardes sur les chiffres en newton-mètre, quand tu pousses vraiment, c'est juste un peu orienté vers l'arrière. Quand tu l'écrases vraiment, il y a juste un peu plus de newton-mètre à l'arrière. La batterie est à 84 kWh. On va regarder aussi l'autonomie arrière, parce qu'on fait un test de conduite sportif, mais aussi un test d'autonomie sur l'autoroute pour vous. Et vous pouvez recharger rapidement de 10 à 80% en 18 minutes. Architecture à 800 volts. Recharge AC 11 kW, il y a un chargeur DC ici et la trappe de chargement, donc il coche pas mal de cases. Par rapport à l'Ioniq 5, l'Ioniq 6N possède lui aussi un centre de gravité sensiblement plus bas, effectivement. Ils ont en fait renforcé la rigidité, ils disent aussi avoir bossé sur la suspension. Et il est censé être encore plus agréable à conduire que la Hyundai Ioniq 5N. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera. Et ouais, vous l'avez déjà entendu au début avec cette émulation sonore vraiment spéciale. Je peux vous dire que ça marche vraiment de façon étonnante. Vous avez la suspension ECS commandée électroniquement. Donc, lorsque vous êtes en mode N, la suspension devient un peu plus ferme. Et les chiffres d'accélération, 3,4 secondes, 3,3 secondes avec le bouton N Grind pour le boost et 3,2 secondes avec le Launch Control. C'est ce que j'ai retenu de la logique. Ça dépend vraiment, mais c'est vraiment très rapide. Et puis la VMAX, elle est dingue, 260 km/h. Et du coup, il y a un frunk. Cette voiture a une émulation sonore et de passage de vitesse. Oh, elle a aussi une émulation de moteur car elle n'a pas de frunk. C'est une simple couverture. L'espace derrière sert au moteur électrique, à la batterie 12V et au reste. Donc pas de coffre avant ici. On a préparé un beau dispositif pour vous, la Hyundai Ioniq 5N, afin de pouvoir la comparer facilement et clairement avec le modèle hatch classique. Bien sûr, il est un peu plus court, un peu plus anguleux, surtout à l'avant par exemple. Puis regardez ici la silhouette de côté, plus haute mais plus courte. Dans ce cas aussi des jantes de 21 pouces, donc encore plus massives. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ce style de berline allongé ou le style à haillons. À l'arrière, faut que je dise, je préfère l'Ioniq 5N. Il a un petit côté rétro-tech, un peu comme ça, mais bon, oui, le spoiler est plus massif sur l'Ioniq 6, donc c'est vraiment une question de préférence. Dites-le dans les commentaires, oh, là je vois des étoiles parce que j'avais un parapluie, il commence un peu à pleuvoir, et quand je me suis relevé, le parapluie m'a frappé tout d'un coup. Alors je vois de belles étoiles maintenant. Bon, continuons la revue. Le porte-clés a l'air d'avoir un logo en N, mais je dirais franchement que ça ressemble plutôt à un jouet. Bref, ouvrons le véhicule ici avec les poignées affleurantes. Bon, elles sont en fait vraiment bien physiques, comme ça. C'est très intéressant et plutôt agréable à utiliser, mais je préfère quand même les poignées de porte classiques. Très bon bruit de fermeture de porte.
C'est vraiment sympa. Et voyons, à l'intérieur des portes, tout est bien propre. Ici, c'est aussi soft touch puis microfibre. Et là, c'est en gros toute la poignée pour fermer la porte. Parce que les commandes des vitres sont à l'intérieur. Voilà, tout est propre. Bonne qualité aussi ici derrière, par exemple au niveau de la poignée. Seule la partie basse est très fine et plutôt dure. Là, drapeau à damier, badge d'entrée et un joli tapis de sol N. Ça a l'air classe. Regarde ici, drapeau à damier aussi pour le design des pédales, à gauche pour tes pieds et aussi sur les pédales elles-mêmes. Ensuite, ces sièges baquets sport spéciaux auraient l'assise en tissu à l'intérieur et en option, tu peux avoir de la microfibre à l'intérieur et ils sont aussi ventilés et chauffants. Tu as aussi un badge arrière illuminé juste là. La seule chose que je ne comprends pas, c'est microfibres à l'intérieur et dehors, c'est un mélange, certaines parties en peau animale, d'autres en simili-cuir. Et toi? Je ne sais pas quelles parties sont lesquelles. Ils auraient facilement pu rendre cette voiture sans produits animaux, sans rien y perdre, tu sais. Donc, je pense vraiment que c'est une occasion manquée. Là, le confort, pour moi, ils sont vraiment assez inconfortables, franchement. Ce sont des sièges de sport assez rigides, parfois, mais ils sont très confortables. Ils te maintiennent serré, parfait en piste. Si tu es grand, à la longue, ils sont inconfortables. Donc, le modèle Ioniq 6 standard serait clairement plus confortable. Mais celui-ci, tu vois, pour te maintenir bien serré, ils ne sont pas non plus très bas pour des baquets. Ils sont en fait plutôt hauts, je dirais, en comparaison en... Ça pourrait être pire. La microfibre est sympa, la qualité de fabrication est vraiment top. Il y a plein de trucs sympas qui arrivent maintenant et un autre truc marrant, quand tu éteins le véhicule, attends un peu. Ouais, comme une rockstar, yo. Et l'espace pour la tête, ici, avec un A9 6.2, il y a encore assez de marge. Et voilà, il y a un bel habillage à l'intérieur. Tu peux aussi opter pour un toit panoramique sur celui-ci. Mais Hyundai N le déconseille à cause du poids et tout ça, tu vois. Bienvenue ici dans le cockpit de la Hyundai Ioniq 6N. Et franchement, c'est impressionnant. Bien sûr, ce qui saute le plus aux yeux, c'est ce volant ici avec vraiment plein de commandes. Bouton arrière, par exemple. À gauche, régulateur pour piloter aussi les instruments numériques. Ensuite, le sélecteur de mode de conduite pour les modes normaux est ici. Donc ici, je peux choisir les modes standards, normal, éco, sport et ainsi de suite. Puis, de l'autre côté, le NGB, le bouton N-Green. J'appuie dessus en roulant et j'obtiens 10 secondes de boost en plus pour vraiment bien sortir les 650 chevaux de ce véhicule-là. Bien sûr, ne le faites que dans un endroit sûr, par exemple quand la voie est complètement dégagée sur l'autobahn ou sur le circuit, etc. Fais donc attention à ça, vraiment, et j'ai deux boutons au bout. À gauche, c'est le mode de conduite extrême, suspension plus ferme, tout réglé sur sport. Et ici, je peux régler le deuxième bouton au bout. Celui-là, par exemple, tu l'entends déjà. C'est l'émulation du son et aussi le passage manuel des rapports, qui est lui aussi une émulation logicielle. Alors maintenant, je peux entendre... Tu l'entends bien clairement à l'arrière, là? Je crois qu'on entend ça sur la caméra, non? Peut-être que je pourrais... Ouais, je vais également maintenant orienter le micro un tout petit peu plus vers l'arrière, tout de suite, immédiatement. Et toi, peut-être juste... Ouais, je vais le prendre tout doucement jusqu'à Léa. Et maintenant, hein? Mais c'est cool, c'est plutôt marrant et le son est vraiment très bien reproduit. Et tu verras très bientôt exactement comment tout ça marche au volant en fait. Tu peux aussi activer cette émulation sonore pour le mode normal de conduite, c'est possible. Ce n'est pas aussi bruyant qu'ici en mode N spécial. Ouais, je peux bien bidouiller tout ça. Et puis en mode manuel spécial, tu peux entendre toi-même les passages. À part ça, les pédales de changement sont... Puis le réglage de récupération 1, 2, 3, l'iPaddle et tout ça, c'est tout à fait possible. Et ici, ça sert à engager la vitesse, en gros, D, N et la marche arrière, donc en fait là. Vous voyez, quand je m'assois comme ça, j'ai un souci au genou. Si vous êtes plus grand et que vous vous reculez, ça ne pose pas de problème. Si vous êtes moins grand que moi, peut-être que non, mais surtout pour ma taille, ici, mon genou est vraiment tout près de sélecteur de vitesse et aussi parce que je ne veux pas que le volant soit plus haut, vous savez, genre un peu plus, voilà, exactement comme ça, vraiment là, quoi.
Plus avant-arrière, c'est faisable. Mais pour que ça ne me gêne pas, il aurait fallu le mettre trop haut pour conduire. Donc pour moi, c'est un problème, mais ça ne veut pas dire que c'en est un pour tout le monde. C'est bien qu'on ait aussi ici la marque claire, genre bleu layette, pour la position de 12 heures. C'est plutôt cool. Il y a aussi, par exemple, un affichage tête haute bien visible. Sélection e-Guide passe ici avec un levier séparé, puis deux écrans de 12,3 pouces pour les instruments, et ici l'infodivertissement. Je trouve qu'ils ont aussi rendu l'infodivertissement un peu plus réactif maintenant, et ici, les commandes des aérations, par exemple, sont d'une bonne qualité. Le tableau de bord n'est pas très doux ici, mais toujours bien structuré. Ensuite, cet élément de décor. La boîte à gants ici n'est pas si petite, en fait elle est assez profonde. Ensuite, on a un bouton ici pour la musique et des touches rapides juste là pour la molette de réglage du volume. L'unité de clim est ici entièrement numérique, y compris la commande de la vitesse du ventilo. C'est facilement accessible, même si j'aurais préféré que ce soit manuel. 2 prises USB-C jusqu'à 100 W. Par contre, le tapis de charge à induction n'est pas ventilé, donc le téléphone chauffe dessus. J'adore les boutons séparés ici pour le chauffage et la ventilation des sièges. Du coup, c'est facile d'accès. Commande classique. Les manettes de vitre se trouvent ici, à l'intérieur de chaque porte. Et Léo est vraiment visiblement surpris maintenant. Ça garde la porte propre pour ainsi dire. Ici, les portes gobelets ont aussi ce design à 2 points adaptatif. Sous cette console, il y a encore de la place. J'ai aussi pris un plan en plus. On peut aussi mettre des trucs là-dedans. Housse en microfibre ici. Oups, à tes souhaits. Tu vois, il a commencé à pleuvoir dehors, donc faut aussi faire gaffe à notre santé. Là, la microfibre, c'est sympa. Merci. Ça pourrait être un peu plus douce pour le coude. Et en dessous, il y a aussi plus d'espace. Donc, dans l'ensemble, un cockpit très attrayant. Ils ont aussi une très bonne qualité de fabrication, j'aime beaucoup ça. Et oui, surtout le volant a l'air vraiment impressionnant. Et au début, ça peut paraître un peu chargé, mais les boutons physiques aident vraiment. Et du coup, tu sais, genre, ok, quel bouton fait quoi. Et après, tu peux, vraiment l'ajuster et affiner ça facilement. Et en regardant encore de près les instruments numériques, tu peux aussi voir comment ils évoluent. Par exemple, ici, en mode de conduite normale, ça a l'air, tu sais, pas vraiment très spectaculaire du tout, hein, tu vois. Mais en mode N, il bascule alors sur cette vue et ça ressemble un peu à un moteur thermique, vraiment. Et en mode passage manuel, l'affichage ressemble vraiment à ça, visuellement parlant. Et ensuite, tu peux encore monter les rapports sans la moindre difficulté. Jusqu'au rupteur. D'ailleurs, si tu recules le siège au maximum, Léa dispose réellement et facilement de beaucoup de place à l'avant quand seul le siège passager avant est occupé. En fait, elle a aussi remarqué ici à l'avant sur le pare-soleil que c'est joliment recouvert de microfibres douces. Donc la qualité de fabrication est bonne ici et là. Regarde ça, tada, tu peux aussi l'agrandir. Ils y ont aussi pensé, pas beaucoup d'options. Bon, le toit ouvrant pourrait être une option. Et ici, les sièges en microfibre. Et c'est à peu près tout, les couleurs. Et voilà. Passons à l'espace arrière ici. Là aussi, c'est doux au toucher à l'intérieur des portières. Je le montrerai bientôt de l'autre côté. Il y a aussi un éclairage ambiant. Après, le microfibre, c'est vraiment bien fini. Et là, vous avez le chauffage des sièges arrière. Et il y a aussi cette lamination à l'arrière, vraiment très bien mise en valeur. Elle est fournie de série sur l'Ioniq 6N. Et la qualité de fabrication est vraiment excellente. Même ici, la poignée de porte est sympa. Et derrière, je le sens vraiment bien au toucher, franchement. Il y a comme un molletage métallique galvanisé derrière cette poignée. Donc c'est vraiment haut de gamme. Le dossier est bien ferme dans la partie basse, je dois dire. Et puis, il y a des isofixes à l'extérieur de chaque siège. Et il y a aussi la jolie microfibre ici, au niveau de la partie centrale. Donc ça devrait être tout en cuir rouge, alors. Et ici, les portes gobelets, ils ne sont pas réglables par contre. On ne peut pas rabattre les sièges depuis ici. On verra ça dans la zone du coffre, ce qu'on peut y faire exactement. Et ici, on a un plancher bien plat grâce à cette plateforme UV, bien sûr. 2 chargeurs USB-C, sans W, c'est bien sûr extrêmement puissant. Et il y a aussi une petite lampe ici, vraiment franchement. Et la place pour la tête. À 189 fi 542, je me cogne en me penchant en arrière. Du coup, je dois me pencher un peu vers l'avant, façon Quasimodo. Ici, 189 642, ça va, mais si je me penche en arrière, ça ne marche pas. C'est cette ligne de toit étirée qui s'effondre, tu vois, mais regarde ça. Sérieux, c'est quoi ce bordel?
Regarde cet espace pour les jambes, tu vois? Alors, je veux dire, ces sièges-là aident dans ce cas parce qu'ils sont un peu, tu sais, fins. Donc cet énorme espace pour les jambes. Oui, une berline électrique. C'est pour ça que tu vois que mes pieds sont plutôt hauts et que c'est pour cet angle. Mais c'est quand même correct parce que j'ai énormément d'espace ici. Mais bon, ce serait évidemment plus confortable si mes pieds étaient, tu sais, un peu plus bas en fait. Mais comme tu as beaucoup de place en longueur ici, tu peux d'une manière ou d'une autre t'arranger. Mais comme on le sait au sujet des berlines électriques, ce n'est souvent pas si idéal. On va partir sur cette base. Ouais, on pourrait mieux agencer certaines choses, mais au moins il y a beaucoup d'espace et la finition des matériaux et la qualité sont vraiment chouettes. Maintenant, le coffre fait 370 litres, à ion électrique ici. Même si ce n'est que l'ouverture typique d'une berline, il se range quand même en dessous. Ici, on a une largeur d'environ 1,4. Ensuite, ça se resserre un tout petit peu et vous pouvez voir ici qu'il y a une mesure de stabilité supplémentaire. Du coup, vous pouvez rabattre les sièges. 2 tiers, 1 tiers, il faut le détacher ici et la longueur normale c'est environ 1,10, 43 pouces. Dans cette zone, tu peux faire passer un truc d'IKEA. C'est un peu difficile à discerner à première vue, mais jusqu'au siège, quand on conduisait, waouh, c'était presque toute la longueur. Environ 1,95, 77 pouces. Franchement, c'est vraiment une voiture très longue, on le ressent tout de suite, sans aucun doute. La seule limite ici, c'est cette contrainte unique. Bien sûr, la hauteur se situe à environ 18 cm, non, désolé, en fait 17,5 pouces, soit 44 cm, juste en dessous, ici même, précisément. Il y a juste, ouais, pas beaucoup d'espace, pas grand-chose à voir juste ici. Donc oui, clairement, ici, c'est la limite. L'Ioniq 5N serait plus pratique, mais il est super long et oui, impressionnant dans ce design orange pour les mesures de rigidité. Absolument. Bon, on va commencer à piloter l'Ioniq 6N. Et là, en mode normal, tout est remarquablement fluide, tout est vraiment très silencieux. Mais en mode N, puis ce bouton spécial ici, le deuxième N pour l'émulation sonore, facilement repérable et bien visible, clairement et bien net. Et j'ai aussi les changements de vitesse manuelle. Voyons à quel point c'est fun et si c'est pour les mordus de bagnole. Allez, on y va. Lia voulait juste se recoiffer. Non, tu peux pas faire ça. Waouh, c'est vraiment quelque chose. Donc tu comprends peut-être maintenant pourquoi Porsche s'est procuré l'un de ces modèles et l'a ensuite soigneusement examiné sous tous les angles, en long et en large. Tu as vraiment entendu ça à la cam là, hein? On dirait qu'on a cet échappement planté à l'arrière. C'est dingue, c'est dingue. Je veux dire, c'est vraiment super bien réalisé ici quand on rétrograde et en fait c'est vraiment très amusant, c'est franchement très agréable. Franchement, la suspension ici, le CS et le mode N sont aussi réglés plutôt fermes globalement. On dirait vraiment une voiture à essence, j'arrive vraiment pas à y croire, même quand je suis passager. C'est vraiment fou, c'est fou et je veux dire, aujourd'hui il pleut un peu quand même. On le voit évidemment à l'extérieur. Et pour les essais, c'est en fait une bonne chose parce qu'on peut vraiment ressentir ce que fait la voiture, aussi avec la transmission intégrale par exemple. Et en mode N, il faut aussi vraiment faire un peu gaffe parce que c'est un ESC Sport et c'est un peu glissant, donc on ne peut pas vraiment accélérer, pas du tout. Mais ça te permet de faire bouger un peu plus la voiture. Quand tu changes de rapport, tu as vraiment un coup de boost, en gros, dans le boop. C'est dingue. Et maintenant, tu comprends pourquoi Porsche prenait un de ses véhicules pour l'examiner à fond et pourquoi Porsche proposera bientôt sa propre adaptation de cette technologie dans la Taycan, parce que c'est vraiment impressionnant et surprenant, vraiment réussi. Tout est géré par logiciel, mais c'est tellement bien fait. Là, la suspension d'ailleurs est très raide, surtout quand tu l'as en mode N. Mais tu sens que c'est vraiment une bonne suspension bien ferme. Donc ce n'est pas, enfin, il y en a qui sont juste super dures et basta. Celle-ci est vraiment sportive, tu le sens. Et tu peux aussi revenir par exemple au mode de conduite éco, normal et sport.
Et tu peux aussi revenir ici. Waouh, quel silence! Tu peux tout à fait le faire à tout moment. Et la suspension est aussi un peu plus souple, un peu plus indulgente, vraiment très bien là. C'est vraiment nettement mieux pour la conduite sur le long terme et tout ça. Quelle différence, franchement, hein? C'est dingue, c'est dingue. Et c'est aussi ce que je dis, genre la suspension est sportive, mais elle est quand même bien. Tu sais, ce n'est pas juste raide et rugueux. On sent aussi clairement qu'il y a les jantes de 20 pouces montées ici. Ouais, mais même ici, en mode tout à fait normal, tu peux la conduire vraiment très aisément. Et c'est une conduite sportive, mais en même temps très souple. Et c'est ça que j'adore dans cette voiture, parce qu'on parlait du prix et que c'est moitié moins cher comparé à une Taycan GTS, et ça se ressent vraiment, sans aucun doute. La Porsche propose des options et celle-ci est vraiment full équipée. Tu n'as besoin d'aucune. Peut-être une ou deux options et c'est tout. Mais sur une Taycan de base, on parle seulement d'environ 20-30K. Mais allez, une Taycan bien équipée et même la version de base, là la différence, c'est encore peut-être 50-60K ou un truc comme ça. Donc c'est quand même une voiture chère, mais elle fait très raffinée, pas seulement à cause de la qualité de fabrication, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Oui, on aimerait aussi qu'ils proposent une version totalement végane. Ça n'aurait vraiment posé aucun problème parce que ce ne sont que quelques petites pièces ici et sur l'autoroute. C'était vraiment entre 60 et 100 km/h. Plutôt cool, non? Donc ouais, vraiment. C'est aussi une vraie bête d'autoroute. Plutôt cool. Et ici, à 100 km/h, soit 60 miles à l'heure, c'est aussi extrêmement stable et vraiment silencieux, si tu veux, tu sais bien. Parce qu'on a une double isolation, comme le feuilletage des vitres, à l'avant comme à l'arrière. Et même s'il pleut encore un peu dehors, c'est vraiment très très silencieux, vraiment. Oui, on dit très souvent ça. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Donc, tu sais, c'est une bonne fonctionnalité à long terme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, les sièges sport ne sont pas les plus confortables sur le long terme. Mais pour le reste de la voiture ici, surtout si vous repassez au mode de conduite normaux, vous pouvez la conduire en mode éco par exemple. Donc c'est vraiment bien. Le véhicule est plutôt souple, la suspension est sportive. Mais comme je l'ai dit, c'est une bonne suspension sportive. Ça veut dire elle offre aussi un côté confortable. Et en mode normal, c'est un peu plus souple qu'en mode N, offrant une conduite légèrement plus douce et confortable. C'est aussi un véhicule vraiment très adapté pour les longs trajets. Le prix, la consommation, que veut Porsche? Et qu'est-ce que j'en pense vraiment? En ce qui concerne le prix, un Ioniq 6 standard commence à 46 000 euros. Celle-ci, elle est à 76 000 euros. Si tu y ajoutes une ou deux options, tu arrives à 80 000 euros. Et là, tu te dis, waouh, attends une minute. C'est à seulement 20K d'une Porsche Taycan, 20-25K. Par contre, une Porsche Taycan est toujours livrée nue, ensuite tu rajoutes des options. Et si tu trouves une Porsche Taycan GTS comparable, par exemple avec un chiffre d'accélération similaire, elle coûte facilement 2 fois plus cher que celle-ci. Ouais, ça reste bien moins cher qu'une Porsche. Tu peux sans hésiter la comparer à une Porsche, elle offre vraiment de très bonnes performances de conduite. J'ai été vraiment scotché par la tenue de route de cette voiture, elle est vraiment très bien conçue. Nous avons réalisé le test de conso 100 km/h, 60 mph sur l'autoroute en ligne droite. Et on s'en tirait autour de 20 kW au 100 km, soit environ 3 miles par kilowatt. Ce n'est pas très efficace pour une berline électrique. On a obtenu des chiffres assez similaires récemment avec le BMW i3 SUV. Pour cette batterie, l'autonomie réelle serait d'environ 400 km, 250 miles. Pas seulement moi, Porsche aussi, ils ont été bluffés par l'intégration des changements de rapport sur ce véhicule et sur l'Ioniq 5N. Du coup, ils vont intégrer ce changement de rapport simulé dans la Porsche Taycan. C'est une initiative très intéressante, ça c'est sûr. Certains n'aimeront peut-être pas, mais je dois dire qu'il faut l'essayer, tu vois, pour constater que ça marche vraiment. Et je ne l'aurais pas cru. Vraiment une expérience de conduite très intéressante aujourd'hui avec celle-ci. Et maintenant, on va voir d'autres électriques performantes.